Thank you very much, dear Luca. Thank you, Stefano. Good afternoon to all of you. Diversity of your countries, 28 countries, and your responsibilities. Yes, I know you, as you mentioned. And it's the reason why I'm very happy to take stock with you another time, a new time, about this very extraordinary and complex negotiation with the UK. You mentioned, Luca, my patience. In fact, it is a necessary patience, because to make this deal, and more than that, to implement this deal, to make this deal operational, we need to be two. So we have to be patient and to wait for the ratification on the UK side. Thank you very much for this invitation. And as you know, I will remain available anytime to dialogue with your committee. I am happy to take stock at this time marked by 4 major Brexit developments. One, we have reached a new compromise with the UK 10 days ago on its orderly departure, a great new deal, as Boris Johnson rightly said. 2, for the very first time, the House of Commons has approved the deal last Tuesday, although it did not agree to take the necessary further steps to ensure immediately the ratification. 3, while we now have a deal, the UK government requested an extension of the Article 50 period until the 31st of January 2020 at the latest, and the 27 leaders agreed to this request. And 4, as you mentioned, Luca, yesterday the House of Commons voted to have a general election on the 12th of December. So 4 major Brexit developments in the last few days. So this is a key moment, indeed, as you mentioned, Stefano. And I already had the pleasure of addressing you at 2 key moments of this negotiation. Remember, in July 2017, after the negotiations with the UK has just begun, and in January 2019, as the House of Commons has just for the first time rejected the agreement we have reached with Prime Minister Theresa May. On each of these occasions, I told you that we regret Brexit profoundly, but that we respect the UK's decision and we have to implement these decisions, and that we must deliver. My mandate has been, for the very beginning, to negotiate an orderly withdrawal with the UK. When I last met you, I also insisted on 2 points. The first is the need for everybody to prepare for all possible scenarios. Overall, we are collectively better prepared than 1 year ago. I want to thank all of you as representatives of entrepreneurs, trade unions, NGOs, associations, who contributed to raise awareness amongst businesses and civil society. This work needs to continue. And I want to thank in particular the chair of your Brexit Monitoring Group, Stefano Malia, and all those among you who have been working on Brexit and who will work on Brexit in the future. However, we still need to prepare. In all member states, there is a big difference in preparedness between bigger companies and SMEs.
it is no time to become complacent. Work with SMEs in particular needs to continue. Ladies and gentlemen, the risk of Brexit happening without a ratified deal still exists. It could happen at the end of January. It could also happen at the end of 2020. That could happen if we have a deal ratified before the 31 of January, but do not manage to put in place a new agreement on our future relationship with the United Kingdom before the end of December 2020, unless the transition period is extended. It is the second time where there is a risk of a no deal. The second point I want to insist on is our determination to agree on orderly Brexit. Since day one, we have worked to find mutually workable solutions to all the problems created by Brexit, all the problems. 3 years later, our determination remains the same. And it is in this spirit that we engaged with the new UK government, a spirit of responsibility and a spirit of building a new partnership. Ladies and gentlemen, Mr. President, the agreement we reached with the UK government the 17th of October, and which the European Council endorsed the same day, paves the way for an orderly Brexit in our common interest. It will bring legal certainty where Brexit creates so much uncertainty, as any separation, as any divorce. First, for European citizens in the UK and British nationals in the EU member states. Citizens have always been and always will be our priority and the priority of this committee, of the European Parliament and the member states. For citizens, uncertainty has lasted too long. With our agreement ratified, their rights will be protected in the long term. Certainty also for all those who managed projects funded by the EU budget, be they local or national authorities, farmers, businesses or civil society actors in the 27 member states and in the UK. With our agreement ratified, once again ratified, the financial commitments taken at 28 will be honoured and respected at 28. Certainty also for all those people and businesses concerned by all other separation topics, like Euratom, the protection of existing intellectual property rights, the protection of geographical indications in agriculture, and the protection of personal data. Finally, our agreement also includes a transition period which was requested by the British government and which will last until the end of 2020, perhaps 1 or 2 years more in case of a joint agreement between the UK and the EU to prolong. Mr. President, ladies and gentlemen, Boris Johnson's government accepted the withdrawal agreement but wanted to open one point: the protocol on Ireland and Northern Ireland. Faced with this request, the responsible choice of the EU27 was to look for a new compromise, to engage with the new British government and to look for solutions, as always, that work for both sides, respecting clearly the guidelines set by the European Council and the Parliament. So we had to agree in the withdrawal agreement on a legally operative solutions to reconcile in Ireland 4 objectives in the same time. 1, avoid our border between Ireland and Northern Ireland. 2,
preserve the whole island economy. 4, obviously, protect the integrity of the single market. That means protect the consumers and the businesses of the single market, including Ireland. 4, ensure that Northern Ireland remains in the UK's customs territory, which was extremely important to Prime Minister Johnson and the UK government. And I can tell you the discussions were at times difficult, days and nights. But we have delivered, and we have delivered together, EU and UK. And the solution that we found rests on 3 main elements. First, Northern Ireland will remain aligned over time to a limited set of EU rules, notably all rules related to goods. This means that checks on goods, when done at the border, will take place at the points of entry into Northern Ireland and not across the island. For this purpose, UK authorities will be in charge of applying the Union's customs code in Northern Ireland, as well as making sure all goods comply with EU standards. The EU 27 authorities will work together with the UK authorities, and the Court of Justice of the European Union will control the application of these rules. Secondly, beyond applicable procedures, there is also the question of customs duties. Northern Ireland will remain in the UK's customs territory. It will therefore benefit from the UK's future trade policy. But Northern Ireland will also remain an entry point into our single market. So, what have we done to square this circle? UK tariffs will apply on products entering Northern Ireland so long as these goods are not at risk of entering our single market. However, for goods at risk of entering the single market, EU tariffs will apply. Remember that the UK and Ireland are co-guarantors of the Good Friday Belfast Agreement. In this spirit, the Prime Minister Johnson and the Taoiseach, Leo Varadkar, wanted to ensure long-term democratic support for the application by UK authorities of relevant Union rules in Northern Ireland. We have always supported this intention. So, 4 years after the entry into force of the protocol, after the end of the transition, the elected representatives of Northern Ireland will be able to decide by simple majority whether to continue applying relevant Union rules in Northern Ireland or not. This democratic support is, in my view, a cornerstone of our newly agreed approach. Why? Because the new protocol is no longer a temporary solution unless that would have been replaced later on. The solution we have agreed is a sustainable one. And in order to be sustainable, it needed to be immediately operational and also to have democratic support in Northern Ireland. So it makes sense to ensure consent by Northern Ireland over time. Ladies and gentlemen, I hear those who say that the new system is quite favourable to Northern Ireland, which will remain in the UK customs territory and at the same time benefit from access to the single market without tariffs, quota, checks or controls. On this point, let me make 2 remarks. We have taken, I can tell you, all the necessary steps to protect the integrity of the single market. One example, just one example.
a container of toys that would be shipped from Great Britain to Northern Ireland. Upon entering Northern Ireland, UK authorities must make sure that there is a customs declaration and that the safety of these toys can be checked. Our EU rules on toy safety will apply. In terms of customs duties, EU tariffs will apply on all toys that are at risk of entering the single market. Finally, and importantly, EU state aid and VAT rules will continue to apply in Northern Ireland under the control of the European Court of Justice. My second remark, being responsible and acting in the interest of peace and stability required us to find creative solutions. The creative solutions are not always simple. The island of Ireland is where Brexit creates the biggest risks and problems. And when discussing Northern Ireland, we talk about the economy, as you said, Stefano, about technical matters, about goods and trade, obviously. But for me, ladies and gentlemen, since day one, what really matters are the people of Northern Ireland and Ireland. What really matters from now and in the long term is peace on the island of Ireland. And together we have managed to protect peace and stability. What we agreed on is a fair and balanced outcome that respects our constraints on both sides. If I may now switch to French, just to give a proof of the necessary cultural diversity we need to maintain everywhere. J'ai parlé de l'esprit de responsabilité qui nous a animés tout au long de cette longue négociation pour trouver un accord sur le divorce ordonné, si je puis dire, sur la séparation ordonnée. Et je pense que nous l'avons trouvé, même si je reconnais qu'il est complexe. De toute façon, pour le Brexit, rien n'est simple. Et tout est toujours complexe. Mais nous avons trouvé cet accord dans cet esprit de responsabilité. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons le souci maintenant de faire le choix du partenariat. Nous avons trouvé ensemble avec les Britanniques des réponses et des solutions aux problèmes très graves que provoque le Brexit. Mais comme je l'ai souvent dit, le Brexit, ce n'est pas une destination. Ce n'est pas une fin en soi, en tout cas pas pour nous. C'est une étape, c'est un moment difficile. Il y a au-delà du Brexit et après le Brexit, beaucoup de choses à faire pour reconstruire sur d'autres bases tout ce que nous avons, tout ce que nous aurons été obligés de détricoter de ces 45 années d'intégration et de coopération avec le Royaume-Uni, parce qu'il veut quitter l'Union européenne, quitter le marché unique et quitter l'Union douanière. Et cette tâche de reconstruction, elle est à mes yeux bien plus importante. Reconstruire une nouvelle relation. Et c'est pour cela que nous faisons le choix du partenariat avec le Royaume-Uni. Ce partenariat, nous l'avons précisé dans une déclaration de 26 pages, peut-être même 36 maintenant, dans laquelle nous avons fixé un cap ambitieux de coopération pour le commerce des biens, pour les services et les investissements, pour la protection des données, pour les transports et l'énergie, pour la pêche, pour la coopération judiciaire et policière en matière pénale, pour la politique étrangère, la sécurité et la défense et dans bien d'autres domaines. Je voudrais revenir maintenant devant vous, puisqu'il s'agit de l'avenir, sur deux piliers de ce futur partenariat. Le partenariat économique
et le partenariat stratégique. En matière économique et commerciale, la négociation que la Commission est prête à mener sera exigeante et difficile. Nous la conduirons évidemment sous l'autorité de la présidente élue, Ursula von der Leyen, avec tous les services de la Commission, en étroite coopération et association avec le commissaire désigné au commerce, Phil Hogan, et les autres commissaires concernés. Et naturellement, nous la conduirons, je la conduirai, dans le cadre d'un mandat fixé par le Conseil européen et en totale transparence et en totale confiance avec le Parlement européen. J'ai dit une négociation difficile et exigeante. D'abord parce que vous devez bien vous rappeler que le temps de cette négociation sera exceptionnellement court. 11 mois pour faire l'essentiel. Si le retrait du Royaume-Uni est effectif au 31 janvier 2020, et s'il n'y a pas d'extension de la période de transition, le moment de rendez-vous, le moment de vérité sera le 31 décembre 2020, dans un tout petit peu plus d'une année. Ensuite, parce que notre point de départ au moment d'engager cette négociation n'est pas nécessairement le même, le Royaume-Uni, qui a fait le choix d'un accord de libre-échange, souhaite pouvoir diverger des règles européennes pour se distinguer dans certains domaines. Pour notre part, nous voulons, en raison de notre proximité géographique et de notre interdépendance économique avec le Royaume-Uni, nous voulons préalablement de solides garanties en matière de level playing field, de règles du jeu communes. Boris Johnson a affirmé qu'il voulait, je le cite, best in class free trade agreement. Qu'est-ce que ça veut dire best? Bien sûr, ça nous renvoie à un accord commercial qui ne vise pas seulement les profits économiques ou financiers, avec zéro tarif et zéro quota, mais qui soit dans l'intérêt des hommes et des femmes, de leur environnement, du respect de leurs droits et de leur qualité de vie. Pour avoir souvent parlé avec les chefs d'État et de gouvernement, les ministres, les parlements nationaux, les représentants que vous êtes, secteur économique, social et la société civile, je veux dire que nous serons extrêmement attentifs, extrêmement vigilants à l'existence d'un socle commun sur les standards applicables à la fin de la transition qui devront se retrouver dans notre accord avec le Royaume-Uni en matière de droits sociaux, de protection de l'environnement, d'aide d'État et évidemment sur les questions de fiscalité. Voilà pourquoi je le redis très clairement et très simplement, pour que ce soit bien compris par tout le monde, au-delà de cette salle, le niveau d'ambition de notre futur accord de libre-échange avec le Royaume-Uni sera proportionnel au niveau et à la qualité des règles du jeu économique et social entre nous. En d'autres termes, l'objectif zéro tarif, zéro quota que Boris Johnson a affiché comme son objectif, il est bien sûr nécessaire, il n'est pas à nos yeux suffisant. Si l'on veut être complet, et pour que chacun soit bien au clair sur nos intentions, ce sera du côté de l'Union européenne, zéro tarif, zéro quota, zéro dumping. Et l'été 2020, dans 8 mois, sera un tout premier moment de vérité pour vérifier où nous en sommes et pour vérifier si nous avons besoin ou pas d'une extension de la transition. Le deuxième pilier, et je termine, de ce partenariat, tout aussi important, concerne la sécurité intérieure et extérieure et la politique étrangère. Cette négociation, nous allons la mener dans le même esprit, en partenariat très étroit avec le haut représentant désigné, Josep Borrell, le Service européen d'action extérieure et tous les autres commissaires concernés. Naturellement, une fois encore, une fois en dehors de l'Union, le Royaume-Uni ne pourra pas être traité comme un État membre, puisqu'il a choisi de ne plus être État membre. Il restera un pays tiers très particulier et très proche. Avec le Fonds européen de défense et la coopération structurée permanente, l'Union européenne a pris, sous l'impulsion de Jean-Claude Juncker,
de nouvelles initiatives ambitieuses pour la défense européenne que nous développerons à 27. Mais le Royaume-Uni a dit plusieurs fois qu'il voulait maintenir son engagement pour la sécurité de l'Europe et nous en sommes heureux. J'ai d'ailleurs constaté que dans tous les moments graves, dans les dernières années, quand un intérêt vital du Royaume-Uni a été en jeu, et voire les intérêts vitaux d'autres pays, la solidarité entre nous a toujours été la règle. Voilà pourquoi nous voulons et nous devons négocier avec le Royaume-Uni une relation future à la hauteur de notre intérêt, de notre proximité stratégique en matière de défense. Notre déclaration politique prévoit 5 mécanismes, une coopération stratégique sur le plan politique, notamment aux Nations Unies, une coopération opérationnelle pour que le Royaume-Uni puisse participer à des opérations extérieures décidées par l'Union, une coopération capacitaire et industrielle pour qu'il puisse participer financièrement et techniquement aux projets capacitaires de l'Union, de l'Agence européenne de défense, une coopération en matière de renseignement et une coopération face aux nouvelles menaces, en particulier celle de la cybersécurité. Cette coopération, elle aussi, sera proportionnelle au degré d'engagement du Royaume-Uni aux côtés de l'Union. Nous sommes prêts à être très ambitieux. Elle sera de toute façon sans précédent par le périmètre et la densité de la relation telle qu'elle est décrite dans la déclaration politique. Voilà. Et nous prévoyons une relation au moins aussi étroite en matière de sécurité intérieure. Je veux, par exemple, dire que la récente tragédie de ce camion retrouvé dans l'Essex avec 39 victimes montre une nouvelle fois combien la coopération entre nous, après le Brexit, entre nos autorités policières et judiciaires, restera nécessaire. Voilà. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, il y a quelques instants que je regrette la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, parce que j'ai toujours eu, comme vous, pour ce pays, une grande admiration pour certains de ces hommes et de ces femmes politiques, je pense en particulier à Winston Churchill, parce que je pense que face à tous les défis que nous avons, internes et externes, changement climatique, la lutte contre la pauvreté, la sécurité, défis technologiques et numériques, il vaut mieux être ensemble. Il vaut mieux être solidaire plutôt que solitaire. Et aussi parce que nous avons accompli tant de choses ensemble dans le passé en travaillant ensemble. Mais c'est en particulier vrai pour le marché unique auquel le Royaume-Uni a apporté une grande contribution. Mais mesdames et messieurs, nos liens avec ce grand pays sont bien plus anciens que la date de l'adhésion du Royaume-Uni. Et ils concernent tous les domaines économiques, scientifiques et culturels. Avec mon équipe, nous nous souvenions qu'au début du XVIe siècle, c'est notamment en enseignant au Queen's College de l'université de Cambridge que le Hollandais Erasme construit sa pensée humaniste, et c'est une pensée qui nous unit aujourd'hui encore en tant qu'Européens. Au XVIIe siècle, l'Anglais Newton reprend le dialogue entamé en leur temps par le Polonais Copernic, le Danois Tycho Brahe, l'Allemand Kepler, l'Italien Galilée, le Français Descartes, et fait avec eux émerger, à travers l'astronomie, une nouvelle compréhension du monde. Et à la fin du XVIIIe siècle, c'est en Angleterre que les machines à vapeur, développées notamment par James Watt, font naître la révolution industrielle qui ensuite s'étend à la Belgique, à la France, puis à toute l'Europe. Toutes ces interactions, mesdames et messieurs, cette émulation, cette fertilisation croisée ne s'arrêteront pas avec le Brexit. Nous devons les continuer, mutualiser les intelligences et les cultures. Laissez-moi juste, pour terminer, prendre un exemple à la fois scientifique et humain, celui de la lutte contre le cancer. Début 2019 a été lancé le consortium Oncobiome, qui vise à lutter contre certains cancers à travers l'étude du microbiome intestinal. Ce programme est soutenu par les fonds européens de la recherche. Ce consortium, qui a été animé par le Centre français Gustave Roussy, comprend aujourd'hui une dizaine d'hôpitaux ou d'universités, notamment celle de Cambridge. Et ils vont analyser les données de 9000 patients
qui souffrent du cancer dans tous ces pays, dont le Royaume-Uni. Évidemment, on doit continuer ces coopérations avec le Royaume-Uni. On ne va pas les arrêter parce qu'ils quittent l'Union européenne. C'est l'intelligence, c'est l'intérêt général de continuer sous une autre forme. Et nous allons continuer. Voilà pourquoi nous devons reconstruire ce partenariat étroit avec le Royaume-Uni dans tous les domaines. Cette grande négociation, nous allons devoir la mener dans des délais très courts, comme je vous l'ai dit, pour l'essentiel avant la fin de l'année 2020, dans le même esprit de respect pour nos partenaires britanniques, avec autant de transparence et de dialogue entre nous. Je vous l'ai promis, cher Président, je resterai disponible pour votre comité, avec les États membres, avec le Parlement nationaux. Je vous dis cela parce que vous représentez tous ces pays. La plupart des accords qui vont traduire la future relation, le futur partnership, seront des accords de nature juridique différente. Ce seront des accords mixtes, contrairement au Brexit. Ces accords mixtes vont exiger, je dis bien exiger, la ratification des 27 parlements nationaux à l'unanimité. Et peut-être même, je ne cite personne, certains parlements régionaux. Je recommande de ne pas sous-estimer la difficulté de ce processus de ratification. Et c'est pour cette raison précisément que depuis 2 ans et demi, en parlant du Brexit dans chacune des capitales où je me suis rendu, j'ai demandé à rencontrer dès maintenant 2 à 3 fois déjà chacun des parlements nationaux de vos pays, pour que personne ne soit surpris. Et je vais continuer à entretenir ce dialogue privilégié avec les parlements nationaux comme avec les parlements européens et les partenaires sociaux, la société civile. Voilà, ce dialogue au niveau de la société civile, qui est l'objet de votre réflexion en ce moment, doit d'ailleurs avoir lieu entre organisations de l'Union et les organisations britanniques, comme l'y invite le paragraphe 125 de la déclaration politique. Voilà, nous sommes prêts. Comme l'a voulu Ursula von der Leyen en liaison avec Jean-Claude Juncker, l'équipe que j'anime a été confortée, elle est consolidée, et elle sera prête à mener cette négociation au lendemain même de la ratification. Voilà, nous avons toujours fait le choix de la responsabilité, nous faisons le choix du partenariat avec un grand pays dont nous regrettons qu'il ait choisi de quitter l'Union européenne, mais qui en toute hypothèse restera un pays ami, allié et partenaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Un grand merci, Michel Barnier. Maintenant, on va ouvrir le débat. Je demande à tout le monde de rester strictement dans le temps qui a été reparti parmi les groupes. Je serai très strict sur ça parce qu'on a une longue liste d'orateurs. Donc, si c'est 1 minute, c'est 1 minute et pas 1 minute 30. Le premier orateur, c'est M. Jacek Krawczyk, le président du groupe 1 des employeurs de Pologne. Pour 3 minutes, il est là. Good afternoon, Mr. Barnier. It's always good to have you in our house, but let's face it, it's been 14 months since the referendum took place. And we are still debating Brexit, and we are still uncertain about what will happen soon, or maybe not even soon. There was a certain frustration, as you said, and as my colleagues, President and Stefano, did the same. And there's a lot of twists and turns of this saga, if I may say so. But also, it seems like we believe less and less that the miracle of no Brexit can happen. But before I go into the substance, let me first of all thank you on behalf of the group of employers group of the ESC for your excellent work and the work of your colleague from the negotiation team. We are very grateful. We appreciate that you are working hard to assure the integrity but also interest of the EU27. I think it's very important. It's also that our leaders deserve also gratitude for staying together. I think that we show in these difficult negotiations that we are one bloc that can defend our own interests and our own citizens. Business on both sides of the channel never wanted Brexit, you know that very well, Mr. Barnier. But it's time to live with its consequences. And companies have made enormous efforts to deal with these consequences and to prepare for B-Day. It's not only about the contingency planning, it's not only about the costs, but also about reviewing the
value chain. So a lot of significant cost has been carried already. And what we need now is a clarity. I know it's difficult, but we need clarity. We believe that the whole EU regrets, of course, that Brexit has to happen, but it's time for it to happen. A lot of time and effort has been invested in this divorce, when we also need time to focus on the EU future and the EU agenda for the future. Europe has had 7 consecutive years of economic growth, but is still very fragile. We need to continue to keep and fight for our competitiveness, issues like trade, artificial intelligence, digitalization. We cannot afford any longer our leaders to be distracted by endless scenarios triggered by internal politics of Great Britain. The question today is, what kind of post-Brexit do we need? Of course, we are willing to play a role as a committee, and that has been clearly discussed by Luca and Stefano. But what most matters to us is that we want an orderly Brexit. And we need to start negotiations with our British friends. We hope that UK and EU will be able to conclude an agreement that ensures the closest possible relationship. But negotiation might be complex. In the meantime, it's essential that we are very smooth transition, and we guarantee that to the business. Thank you very much. Thank you, Jacek. Oliver Röpke now from the President Group 2 from Austria, and Oliver is over there. Thank you very much. I'm here, Mr. Barnier. Good afternoon. It's a pleasure, as always. It's a pleasure and an honor for us to have you here in our plenary session, and I would like to welcome you also on behalf of the Workers' Group. We always expressed our respect for the result of the referendum in 2016, but I think it's clear that the EESC has always made clear our regret over the result. 3 years on, only a few could have predicted the twists and the turns that the Brexit process would go through. And the UK is now on its 3rd Prime Minister since the referendum took place. 2 Prime Ministers resigned as a direct result, and we know now that there will be a general election on the 12th of December, so maybe there will even be a 4th UK Prime Minister before the Brexit process is completed. But one constant thread has been the transparency of the work of the Article 50 task force under your leadership. And we very much appreciate your continued commitment to maintaining a dialogue with this House, with the EESC. On behalf of the Workers' Group, I would like to thank you for this and to commend you the work done so far. We know that Brexit will be harmful for both, for the UK and for the EU. And of course, a no-deal scenario would be the worst-case scenario, and we welcome the efforts made to prevent this from happening. Whilst we regret the UK's decision to leave, we must look forward and prepare for a time when the UK may become a third country. And our priority as the Workers' Group and as representatives of trade unions here in this House has been to have an agreement between the UK and the EU that protects workers' rights, that protects their jobs, their families, and an agreement which ensures that the still fragile peace in Northern Ireland is maintained. So a key issue for this House is to maintain a structured dialogue during the transition period and beyond. What form it takes will depend largely on what type of relationship the EU and the UK will have after the UK does leave. As representatives of organised civil society at the EU level, we expect the views of this committee to be taken on board. And once again, Mr. Barnier, we very much appreciate you taking part in this discussion with us today. The Workers' Group has also been reflecting on the possibilities. Last week we organised a meeting of our enlarged presidency in London under the title Beyond Brexit, reinforcing the links between European civil society, and we agreed that there are existing structures for EU civil dialogue with third countries. For example, the Joint Consultative Committee or the domestic advisory groups. However, as you pointed out in your speech, also I'm deeply convinced that the UK will never be a third country like any other. It will always have been a member of the EU.
So we still have some way to go before the Brexit issue is resolved. Patience is running thin in many quarters, but we must maintain our calm and our resolve to act in the best interests of all our citizens. And I wish you all the best and all the success for the future. Thank you very much. Oliver. Mr. Arno Metz, the President of Group 3, Diversity Europe, for 1 minute. Herr Präsident, lieber Herr Barnier, Sie haben als Chefunterhändler Maßstäbe gesetzt für alle Verhandler in der Zukunft. Dafür herzlichen Dank. Solch komplizierte Verhandlungen sind Gott sei Dank nicht Alltag, aber sie kommen eben wieder vor. Sie haben maximale Sicherheit für Irland erreicht, für beide Seiten. 4 Jahre sind ein guter Zeitraum zur Neuorientierung. Die Sicherheit für die EU-Bürger im Vereinigten Königreich ist auch zu erwähnen. Wenn wir jetzt schon eine zusätzliche konkrete Erwartung ausdrücken, wie eine stabile Brücke zur Zivilgesellschaft des Vereinigten Königreichs gebaut werden sollte, dann tun wir das in dem Bewusstsein, dass wir jetzt schon dafür werben müssen, Großbritannien an unserer Seite zu halten, die ganze Zivilgesellschaft. Und wir sollten auch darauf achten, dass eine Entwicklung im Austausch medizinischer Leistungen, auch der pharmakologischen Leistungen, im Gleichklang weiterhin möglich ist. Sonst entstehen auf beiden Seiten Nöte für die Zivilgesellschaft, die vermeidbar sein sollten. Vielen Dank. Vielen Dank, Arno. Now, Mrs. Brenda King from UK, Group 1, for 2 minutes. She's there. Brenda. Thank you, Mr. President, and thank you, Mr. Barnier, for your opening remarks. Now, you started by saying it's a great new deal. But with regards to citizen rights, I think the adjectives that would be used will be cruel, inhumane, unjust, negligent, degrading, incompetent. Why do I say this? Prior to the EU referendum in the UK in 2016, the Leave campaign promised that the legally exercised treaty rights of EU citizens living in the UK and living in the EU would not change. They would be protected. Over 1,000 days later, we know that this statement simply is not true. While the UK negotiators do not appear to understand what rights actually mean, all the legal treaties that underpin these rights, we know that you do. Citizen rights are our rights. They are our civil, political, economic and social rights, and they sit side by side with our human rights. These rights are supposed to be protected by the EU treaties and the Charter of Fundamental Rights. The 5 million now find themselves in a precarious position where they have lesser rights than they had before, if, and I still say if, the UK leaves the EU. We all know that their voting rights have been compromised. You know that they weren't allowed to vote in the referendum, and they were disenfranchised in a vote that directly affected their lives, their livelihoods, their health, their homes, and their family life. And this is still the case 3 years on. It is now obvious that the EU 27 citizens in the UK and the UK citizens in the EU 27 are in a situation of divergence and inequality. Mr. Barnier, you probably know better than me that history shows that rights should be treasured and protected. Citizens of a country should never be placed in a position where their rights are removed. Thank you, Mr. President. Thank you. Judy McKnight, Group 2, UK, for 3 minutes. Monsieur Barnier, can I add my thanks to those of others for the fair and transparent way in which you have conducted the negotiations with the UK on its withdrawal from the EU. In the short time available to me, I want to make 2 quick points. Firstly, on the issue of workers' rights. Coming from the Workers' Group and the UK Trade Union Congress, I must express concern that the latest withdrawal agreement negotiated by Boris Johnson is significantly worse in many areas than the agreement negotiated with Theresa May, including the sudden dropping of commitments to workers, consumers and environmental standards and rights.
what is known in the jargon as deregulation. This is an issue of concern not just to trade unions, but to many and certainly all good employers as well. I welcome the statements you've made today and recently about the fact that the UK abandoned such commitments at its peril in terms of the quality of any trade agreement. But certainly, as far as many of us are concerned, the right wing of the Conservative Party, part of their objective in seeking Brexit, is precisely to get rid of those commitments to workers, to consumers, to the environment. And it could well be that a poorer trade agreement or higher tariffs would be a price that they'd be prepared to pay for that holy grail of deregulation. My second point concerns the need to urgently address what structures can be put in place to ensure the maintenance of civil society dialogue between the UK and the EU post-Brexit. For the longer term, the TUC would be keen to explore the scope for the establishment of a United Kingdom Economic and Social Committee. And this is something we started discussing with our employer and civil society representatives in this House, and we need to seek wider agreement in the UK as well as obviously seeking the support of our government. And such a committee could provide a forum for ongoing dialogue with our own government as well as with the EU, including this committee. Long-term, any free trade agreement should also provide for a domestic advisory group whose remit could be expanded from not just monitoring sustainable development sections of any agreement, but also overseeing all chapters of an EU-UK partnership. But for the short term, if Brexit happens, as it might now well do in early 2020, there will be an immediate vacuum in respect of structures to provide for dialogue. Can we therefore ask you to urgently address the possibility of setting up something like a round table or a committee that could be within the Economic and Social Committee, but meeting with civil society reps from the UK? Thank you, Judy. Thank you very much, and I ask you to consider that request. Thank you. Thank you. Mrs. Irene Oldfather, Group 3, UK, 1 minute. Please stay to the time. Irene is there. Thank you very much, President, and welcome, and thank you, Mr Barnier, for all that you have done in the last 3 years. I want to make a couple of points, one positive, I hope, and one maybe not so positive. I had the privilege of supporting the Brexit Committee visit by Mr O'Malley and colleagues to Scotland last month to look at post-Brexit relations. And as you know, Scotland voted overwhelmingly to remain, and that visit demonstrated that we want to be outward-looking, that we want to be welcoming, particularly to our migrants, whom we see as enriching our country, our SMEs and our communities, and that Scotland has set up a citizens' assembly with one of the questions to be answered: what will a future Scotland look like, and what will our relations with the European Union be? And I know that the Assembly will come to conclusions in the spring, and they want to come to Brussels to present their findings, and I hope that will be an opportunity. Thank you, Irene. Your time is over. You know the rules. You have only 1 minute, sir. Monsieur Philippe Debuc, Groupe 1 de la Belgique, 1 minute. Philippe. Quand on parle du Brexit, Monsieur le Président, le temps est flexible. Tout d'abord, Monsieur le négociateur en chef et surtout cher ami, aussi ma reconnaissance, mes remerciements et surtout mon admiration pour le travail accompli. Et heureux d'apprendre que vous serez toujours là pour conduire les négociations. Il est difficile de sortir de l'Union européenne, il est encore plus difficile d'organiser un partenariat, et un partenariat qui sera équilibré.
tous les secteurs économiques seront concernés par ce qui se passera et aujourd'hui tout le monde est dans l'attente de ce qui peut se conclure. Dès lors, la consultation de la société civile sera importante, mais la société civile n'est pas un tout homogène. Il est diversifié, différent et représente des intérêts variés. Donc l'organisation de la consultation avec chacun de ces composants sera essentielle et pour le comité, Monsieur le Président, il sera aussi important de l'organiser de façon concrète. Merci beaucoup. Merci Philippe. Jack O'Connor, Group 2 from Ireland. 2 minutes. Jackie. Thank you, President, and welcome, Mr Barnier. I want, first of all, as an Irish trade unionist, to thank you most sincerely for the way in which you and your team kept faith with Ireland throughout the entire proceedings. And I want as well to compliment you all on the exemplary and transparent manner in which you conducted your task. It was crucially important for Ireland, but as you know and as you've said, it was also crucially important for the European Union and every country in it. Just to say, though, without wishing to sound critical, that some of us in the Irish trade union movement, and indeed some among the environmental lobby in Ireland, are concerned at the way in which Annex 4 was deleted from the original draft, which dealt with regulatory issues around labour standards and environmental issues. And we are particularly concerned, given all that has been said by yourself and others, about the desirability of maintaining a level playing field. And we are acutely concerned that this evokes the possibility of the danger of the ratcheting down of standards through regulatory competition over the years which lie ahead, with all its detrimental implications for working people in the UK, of course, in Ireland and throughout the EU. And we are interested to establish how you see it playing out in relation to this. And we are concerned that you might say something about why they managed to obtain deletion of Annex 4, given that they had publicly declared that they were only interested in opening one item, i.e. the protocol in Ireland. It seems they managed to prize open more than one, and I hope it doesn't give rise to problems later on. Thank you. Now the floor is to Mrs. Jane Morris, Group 3 from UK, Northern Ireland. Thank you very much, Mr. President. Micro, please. Restart the clock, please. I decided to stand because it might be my last chance. I'm from Northern Ireland. I've only got 1 minute to plead the case for Northern Ireland, but I know you know it very well, Mr. Barnier. I want 3 questions. Number 1, could you guarantee that you're acting on behalf of the citizens from both communities and others in Northern Ireland? That's vitally important. Number 2, can you also guarantee the rights of all citizens in Northern Ireland under the Good Friday Agreement to have European citizenship? And those rights will be respected. That's the Good Friday Agreement, and what will you do for that? And finally, if by any chance at all the UK gets the opportunity to change its mind and have a people's vote and choose to remain in the European Union, can I just ask, will you welcome us with open arms? Thank you very much. Thank you, Jane. 3 questions in less than 45 seconds. That's good. You are a journalist, you know. Gonzalo Lobo Xavier, Group 1, Portugal. 1 minute, please. Thank you, Mr. President. I will speak in Portuguese, also for diversity. De facto, Sr. Barnier, nada tem sido simples no Brexit. Falo hoje apenas, não apenas como membro do Grupo 1, mas também como membro em Portugal de uma comissão executiva chamada Portugal In, uma estrutura de missão criada pelo governo português para captar investimento no âmbito do Brexit. Julgo que muitos países fizeram o mesmo. Temos que lhe agradecer todo o trabalho, mas tenho duas perguntas também.
com a expectativa de um deal, que o deal haverá. Já nos explicou, já nos deu algumas pistas, mas como é possível projetar um mercado interno futuro perante este deal? Portugal tem uma relação muito antiga com o Reino Unido e particularmente com a Inglaterra. É a aliança mais antiga da Europa. Que problemas vai encontrar um país como Portugal para continuar a ter uma relação séria e honesta com o Reino Unido e particularmente com Portugal? Obrigado. Obrigado. Now Michael McLaughlin, Group 3 from Ireland, 1 minute. Michael. Thank you, Mr. President, and I'll be brief as possible. I'm a bit worried about some of the comments I've heard here today, that we might have a lack of patience in this process. I think the one thing, we've seen a lot of it, I think we need more patience, because the game is not over yet. There are many, many things that can happen in the next few weeks and months. And let's not look back in 10 years' time and 20 years' time when we talk to our children and our grandchildren and say, we made a mess out of this, or we got it wrong, or we stopped the forces that could change this because we couldn't allow for a few more weeks or a few more months. That would be a grave error. There is still the opportunity that things can change here. And I've said it before. I said it the last time you came. It was the 11th hour and the 55th minute. We're probably now into extra time and penalties and all sorts. But there is still a chink of light that this can change. And if Brexit goes through, it's not just a disaster for the UK, it will severely weaken the European Union as a force in the world for good and for progress. So I think we can have more patience. I think it's hugely important. The worst we'll have is the withdrawal agreement that's already out there. So let's give some hope to the people who are out there, the people who are marching, the millions who are working, and all the people in this election who want a better outcome, and let them know that Brussels, there is a chink of light and we can do something. Mantos Mavromatis from Cyprus, from 1 minute, Group 1, is there. Thank you, President. It is obvious that the majority of the organisations of civil society in this House would prefer the UK to stay in the European Union. And I believe the majority of British civil society share this view. Nevertheless, it may be true to realise that since Brexit has become such a divisive and toxic issue for British society, it may be better for the sake of European integration to let the UK to part with us, because it will be impossible for any future British government, no matter how positive it is towards Europe, to be able to take any action towards European integration, knowing that half of its population feels dead against it and it is so much opposed to it. I would like your comments. Thank you, Mantos. Now, Tom Jones, Group 3 UK, from 1 minute. Thank you, President, and thank you, Mr Barnier, for the dignity of your diplomacy. I will now speak in Welsh. Mae mudiadau sifil a deyrnas gyfunol yn ceisio adlewyrchu dyheadau dinasyddion pob gwlad a'r hanbarth o fewn y wladwriaeth gwledig a trefol, ac maent am barhau i rannu profiadau, i ddysgu oddi wrthyn gilydd ar draws Ewrop ac i rannu ymchwil mewn prifysgolion, mewn busnes, mewn polisïau amgylcheddol, diwylliannol a chymdeithasol. Mae'r ESC, fel ydych chi wedi clywed, yn ymgynghori, mi fydda'n yng Nghaerdydd ym mhen bythefnos. Ond mi fydda'r ymgynghori yn fwy effeithiol petai ni'n cael ymrwymiad gan y Comisiwn a gan y Senedd a bod nhw am greu strwythurau parhaol fel bod ni'n gallu troi ymgynghoriad yn benderfyniadau fel bod pobl yn gweld gwerth mewn ymgynghori. Mae angen cadw drysau agored, nid codi waliau, ond nid drysau agored i siop siarad chwaith. Diolch yn fawr. Thank you, Tom. Now, Seamus Boland, Group 3 from Ireland, from 1 minute. Thank you very much, President, and thank you very much, Mr Barnier, for your introduction and comments. My first question to you, I suppose, is very simple. How long will the process of Brexit continue, even after a deal or no deal? Because I think, as one woman pointed out to me recently, it's like being in childbirth, wishing near the end
for it to be over, and then you can do things like resting, sleeping and other things. Unfortunately, when the child is born, you discover you can't do that anymore. You now have another life in the process. Brexit is the very same. We have a transition period. We have a period to resolve border issues. We have a period to resolve so many trade, health and social welfare issues, particularly on the border of Ireland. That will not be solved either. So, Mr Barnier, if you have a moment, can you tell us how long more you will be the midwife to this process? Thank you. 1 billion question. Christophe Ballon, Group 3, Poland. 1 minute, please. Yes, thank you, President. Mr. Barnier, thank you very much for your introduction. What we need is obviously more understanding for the situation in the UK. We haven't enough of that, I think. And as European Economic and Social Committee, we should and will act also in this sense. This is the first point. The second point is, for the time after Brexit, we need a strong civil society bridge between Britain and the continent, some kind of working structure, some kind of liaison group, some kind like that. Because it would not really be for me a third country. And of course, if there will be a Brexit at all. By the way, on the plates of my car, there are numbers EU 28. And I'm not going to change it. Thank you, Christophe. And last but not least, there is now a man that you know very well since a very long time. 1 minute, just. Monsieur Barnier, je tiens à vous remercier dans la langue de Molière pour le quasi excellent travail que vous avez fait sur ce dossier. You have brought to the Brexit deliberations a level of seriousness which is sorely needed in the member state I know best. I believe you have worked with UK Prime Ministers. I guess that no other has displayed to the extent of the current incumbent the arrogance which fate so detests. And if he gets his comeuppance, if the UK rediscovers its compass and puts in office a different government, there is a good chance that Article 50 will be revoked. It will be a testimony to the steadfastness that you and others here have shown, and civil society will be the prime beneficiary. But if the people of England vote heavily for the nationalists next month to match the nationalisms in Scotland and Wales, the UK will leave the European Union and will probably soon cease to exist. Civil society on our islands will need your help. We cannot escape the ties of geography, history and culture which will bind us. We will need the creativity that civil society can bring. Thank you, Graham. And now for you, the Mission Impossible. But you are the man of the Mission Impossible. Monsieur Barnier de répondre. D'abord, merci à chacun et à tous de votre attention, de votre confiance, de vos appréciations. Je dois vous dire aussi que, bien sûr, je me présente devant vous, je dialogue avec vous, je suis présent publiquement, mais le travail que je porte est un travail collectif. J'ai avec moi une équipe exceptionnelle, composée de hauts fonctionnaires de la Commission, de 17 nationalités, moitié des hommes, moitié des femmes, beaucoup de jeunes. Et ils font depuis 3 ans un travail remarquable. C'est en leur nom que je m'exprime et c'est naturellement vers eux aussi que vont vos appréciations. Alors j'entends, je vais répondre télégraphiquement, mais je vous ai tous écoutés précisément. Monsieur Mavromanis, le président Grotschik, monsieur Röpke, tout à l'heure Michael McLaughlin. D'une manière ou d'une autre, vous avez évoqué la politique interne britannique actuellement. Moi, comme négociateur de l'Union européenne, je ne veux pas me prononcer sur ce qui se passe dans le débat politique britannique. Ce n'est pas mon rôle. Évidemment, je suis ce débat avec beaucoup d'attention parce que je suis un homme politique depuis très longtemps. Je m'intéresse à la politique partout, dans tous vos pays et en ce moment au Royaume-Uni. Je trouve d'ailleurs ce débat au Royaume-Uni très, très stimulant, si je puis dire. Mais je ne peux pas me prononcer
Jamais depuis 3 ans, je n'ai proposé de solutions, travaillé en étant influencé ou en tenant compte de ce qui se passait dans le débat britannique. Je me suis attaché aux faits, aux bases légales, aux chiffres. J'ai évité scrupuleusement toute forme d'émotion ou de passion. Et je continuerai jusqu'au bout. Je suis capable de parler de l'Europe avec beaucoup de passion. J'ai plein d'idées sur ce sujet. Mais s'agissant du Brexit, pas d'émotion et pas de passion. Les faits, les chiffres, les bases légales. Pourquoi? Parce que le Brexit, dont je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une destination, c'est un moment difficile. Le Brexit consiste dans un divorce, avec des multitudes de conséquences humaines, sociales, technologiques, techniques, juridiques, économiques, financières, qui ont été généralement sous-estimées. J'entendais tout à l'heure Madame Brenda King. Oui. Il ne faut pas me demander de commenter ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit dans le débat du référendum, Madame King. J'ai des idées assez précises sur ce sujet aussi. Mais ça fait 3 ans, tout le monde se souvient des conditions de ce débat, de ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit, de la vérité, de ce que ça voulait dire de quitter l'Union européenne, de quitter le marché unique, de quitter l'union douanière. Mais le référendum a eu lieu. La semaine dernière, j'étais en plénière au Parlement européen, aux côtés de Jean-Claude Juncker, et M. Farage était là, dans un coin. Je l'écoute toujours, avec le respect que je dois à tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques britanniques, et je lui ai dit il y aura des leçons à tirer du Brexit. Là, nous nous occupons, mesdames et messieurs, des conséquences du Brexit, qui sont innombrables. Et on doit trouver des réponses, comme tu l'as dit, juridiques, pour apporter de la certitude juridique. Partout, le Brexit crée de l'incertitude. Mais à un moment donné, et notamment votre comité économique et social doit prendre du temps pour s'intéresser, comme la Commission européenne, comme le Parlement, aux raisons du Brexit, aux leçons du Brexit. Parmi ces leçons, il y a, je l'ai dit à M. Farage, le fait qu'il faut dire la vérité aux citoyens. Toujours. Et puis il y a d'autres leçons, notamment sur le sentiment populaire qui s'est exprimé à l'occasion de ce référendum. Une sorte de colère sociale dans beaucoup de régions que vous connaissez, par rapport à la désertification, par rapport aux services publics, par rapport à l'absence d'industrie, à la désindustrialisation, à l'idée profonde que l'Europe ne protège pas. Tout ça, il faut écouter. Et il ne faut pas confondre, mesdames et messieurs, le sentiment populaire qui s'est exprimé là et qui s'exprime dans d'autres régions de nos pays avec le populisme. Ne pas confondre le sentiment populaire avec le populisme qui utilise le sentiment populaire. Il faut écouter le sentiment populaire. Il faut lui répondre par des changements, par de nouvelles politiques au niveau européen, au niveau national. Mais une des leçons, c'est de devoir dire la vérité. Donc, j'ai mon idée sur ce qui se passe au Royaume-Uni. Mais moi, j'ai été désigné il y a 3 ans, grâce à la conférence de Jean-Claude Juncker, plus de 3 ans maintenant. 3 ans et demi. Non, c'est le 1er octobre. Ça ne fait pas 3 ans et demi. Officiellement, par le président Tusk, par le Parlement européen, j'ai été désigné pour rédiger un traité organisant le retrait ordonné du Royaume-Uni. C'est ça ma mission. Alors je vous entends, Monsieur McLaughlin, me dire il faut un nouveau référendum, il faut donner du temps, il faut être patient, vous m'avez dit. Il faut être patient. J'entends tout ça. L'autre jour au Parlement, dans différents groupes où j'ai fait des comptes rendus, comme aujourd'hui, des députés m'ont dit il faut arrêter le Brexit. Il faut donner... mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour organiser le Brexit ordonné. Parce que le Brexit a été officiellement demandé par le gouvernement officiel du Royaume-Uni à la suite du référendum. Et nous avons donc légalement à organiser ce retrait ordonné. S'il s'agit de retirer l'article 50, c'est la responsabilité éventuelle du gouvernement britannique.
S'il s'agit d'organiser un référendum, de changer le cours des choses, c'est le Royaume-Uni qui est responsable. C'est lui qui a voté une majorité de citoyens qui se sont exprimés pour le Brexit. Le gouvernement britannique qui nous a demandé ensuite on se retire du Royaume-Uni, de l'Union européenne, on se retire du marché unique, on se retire de l'union douanière. Ils n'étaient pas obligés de nous dire tout ça. Vous le savez bien, mesdames et messieurs, la Norvège est dans le marché unique, elle n'est pas dans l'Union européenne. Mais Mme May nous a dit, comme M. Johnson, nous quittons l'Union, nous quittons le marché unique, nous quittons l'union douanière. Très bien, si je puis dire. Et nous mettons en œuvre la décision souveraine que nous respectons du Royaume-Uni. C'est ça ma mission. Alors j'entends bien, je vous ai dit que je regrettais le Brexit, donc je ne vais pas vous dire autre chose maintenant. Mais ma mission, c'est celle-là, ce n'est pas une autre. Et j'ai fait mon travail de délivrer ce qui était beaucoup plus important. Vous dites tout à l'heure que c'est le pire des accords. Le pire, ce serait de sortir sans accord, y compris pour les citoyens. Voilà. Donc, pour les citoyens, comme pour tout le monde, mesdames et messieurs, le Brexit, ça ne peut pas être business as usual. Le Brexit, c'est une rupture de 44 années d'intégration, de relations et de partenariat. 44 années, bientôt 45. Il quitte plus de 600 accords, le Royaume-Uni, en quittant l'Union européenne. 600 accords internationaux. Ça ne peut pas être business as usual, et notamment pour les citoyens, Madame King. Les citoyens, ils ont aujourd'hui un droit qui va cesser avec le Brexit, c'est la liberté de circulation. Pour toutes les autres questions liées aux citoyens, nous avons essayé dans cet accord qui est là et qui est, je crois, un accord équilibré, nous avons essayé de garantir les droits des citoyens pour la durée de leur vie, pour leur famille, pour tous les droits qui auront été acquis jusqu'à la fin de la transition. Et je recommande de ne pas sous-estimer la sécurité qui est ainsi apportée aux 4,5 millions de citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni et britanniques qui vivent chez nous. Voilà. Mais ça ne sera jamais comme avant. Mais ce n'est pas nous qui quittons le Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni qui quitte l'Union européenne. Et nous le regrettons, mais nous en tirons des conséquences. Voilà. Mais ne me demandez pas, je le dis aussi à Irene Oldfather et à Tom Jones, ne me demandez pas non plus de faire des commentaires sur ce qui va arriver pour l'Écosse ou le pays de Galles. Ce n'est pas mon rôle. Nous négocions. J'ai écouté tout le monde. J'ai reçu le First Minister du pays de Galles. J'ai reçu la First Minister d'Écosse. Ma porte sera toujours ouverte. J'ai même reçu M. Farage. Donc, j'écoute tout le monde. J'écoute tout le monde. Attentivement pour comprendre. Mais nous négocions seulement avec le gouvernement du Royaume-Uni, tel qu'il est. Il faut bien que vous compreniez cela. Hein. Voilà. Pour l'Irlande, Jane Morris a évoqué les citoyens. Oui, nous veillerons au respect des droits de tous les citoyens qui vivent en Irlande et au respect du Good Friday Belfast Agreement. Monsieur Röpke et Philippe de Boer ont évoqué les relations futures. Je dis aussi en réponse à ce qu'ont dit Mme McKnight et Jack O'Connor, un point important pour répondre à vous quatre sur les droits d'explication. Dans le fameux backstop, qui était le point de trouver une solution pour l'Irlande et l'Irlande du Nord dans l'accord fait avec Mme May et qui a été rejeté 3 fois par le Parlement britannique. C'était un backstop qui n'était pas ma première proposition. Ma première proposition, c'était un backstop Northern Ireland Limited. Ensuite, Mme May a dit « je ne veux pas cet accord », le DUP s'y est opposé, et on a proposé un UK-wide solution, backstop. C'est-à-dire que l'Union européenne proposait à l'ensemble du Royaume-Uni d'être partie prenante à notre union douanière until and unless qu'on trouve une autre solution. Et c'est donc une proposition très importante et très positive pour le Royaume-Uni d'être membre de notre union douanière. Et nous avons, dans le traité, dans l'acte juridique du traité, dans le texte juridique,
inscrit cette initiative, cette ouverture d'être pour le Royaume-Uni tout entier dans notre union douanière et logiquement, on a écrit une annexe, l'annexe 4, qui comportait les règles de level playing field parce que c'était dans le traité. Le jour où M. Johnson arrive, il nous dit « Nous ne voulons plus de ce backstop ». Je vous ai dit dans mon speech tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? On dit « Ah ben non, on refuse de discuter ». Là, on va directement au no deal. Nous avons eu une attitude responsable. Et on a décidé de négocier avec M. Johnson sur ce point et de trouver une solution pour faire la quadrature du cercle que je vais expliquer tout à l'heure. Et donc, on a abandonné le backstop tel qu'il était prévu. Et tel qu'il était prévu, c'était l'union douanière plus le level playing field, écrit dans le traité. Donc, tout a disparu en même temps. C'est pourquoi l'annexe 4, qui était très précise, en effet, n'est plus là. Parce qu'il n'y a plus d'union douanière. Peut-être il y en aura une un jour si le gouvernement britannique demande à faire partie d'une union douanière avec nous. Et qu'est-ce qu'on a fait? À propos de la déclaration politique et de la future négociation, on a écrit des phrases très précises que je recommande de ne pas sous-estimer parce qu'elles ont chaque mot à son importance sur le level playing field que nous exigerons pour un accord de libre-échange. Je vous l'ai dit clairement tout à l'heure, zéro tarif, zéro quota, zéro dumping. Et ces mots sont importants. Nous avons écrit avec le gouvernement de M. Johnson qu'il y aura une non-regression clause. Le niveau des droits sociaux et environnementaux acquis en dynamique à la fin de la transition seront le niveau en dessous duquel les Britanniques s'engagent à ne pas revenir après. Bon. Et nous veillerons à ce que pour les aides d'État, pour la fiscalité, pour l'environnement, pour les droits sociaux, on ait un niveau important de level playing field. Et ça, c'est l'objet de cette future négociation. C'est pour ça que j'ai pris la précaution de prévenir que, effectivement, il y aura de la proportionnalité entre le niveau d'accès à nos marchés et le maintien de ce level playing field. Voilà. Nous allons, je le dis à Philippe, travailler dans le cadre d'un mandat de négociation ou de plusieurs mandats de négociation dont nous allons discuter avec le Conseil et avec le Parlement. Monsieur Lobo-Ravier a évoqué l'agenda positif et il a rappelé que dans son pays, le Portugal, il y avait d'autres pays aussi déjà un groupe de travail qui existe sur les questions du Brexit. Je recommande, Monsieur le Président, que dans tous les pays, même quand ça n'existe pas, il y ait bien, mais ça existe à peu près partout, pour la future relation, un cadre de dialogue entre la société civile, les représentants professionnels, les syndicats, le gouvernement. Moi, je serais très heureux qu'il y ait dans chaque pays un tel cadre pour que lorsque je vais dans une capitale, je puisse rencontrer tout le monde en même temps et donner la même information à tout le monde. Et ça facilitera aussi le travail de chaque gouvernement. Voilà. Je note aussi que M. Metzler, Mme McKnight, Christophe Ballon ont évoqué la société civile. Je suis preneur de toutes les bonnes idées, vous en avez un certain nombre, ça ne m'étonne pas, pour le travail qui reste devant nous. Il faudra le faire dans le cadre du respect des règles institutionnelles, mais moi je suis ouvert à trouver les passerelles, les moments et les cadres de dialogue avec la société civile, y compris britannique, pour continuer ce dialogue. Et en tout cas, je redis, Président, que je suis disponible et je resterai disponible pour venir devant votre comité aussi souvent que ce sera nécessaire. Voilà. Seamus Bolland m'a posé la question combien de temps ça va durer? Oui, je sais où vous êtes. Combien de temps ça va durer? The Brexit is a school of patience. C'est une patience nécessaire, M. Bolland, pour une raison que je vous ai dit tout à l'heure, au tout début de mon intervention, c'est que pour faire un deal, il faut être deux. Et pour mettre en œuvre cet accord, il faut être deux aussi. Donc, nous devons attendre la ratification du Parlement britannique. Parce que nous parlons d'un traité de 600 pages qui organise le Brexit de manière ordonnée. C'est un traité. Ce traité doit être ratifié. Et donc, nous sommes
conduit à cette patience. J'ai néanmoins le sentiment que depuis le vote qui est intervenu mardi dernier, ce vote est important, c'est la première fois qu'à la Chambre des communes, il y a eu un vote positif. Tous les autres votes étaient des votes négatifs depuis 3 ans sur le Brexit. Là, il y a eu un vote positif, acquis avec une 30aine de voix de majorité. On verra ce que dira la nouvelle Chambre des communes après les élections. Mais nous nous préparons à une sortie effective et ordonnée du Royaume-Uni. Ça peut être le 1er décembre, ça peut être le 1er janvier, ça peut être au plus tard le 1er février, selon la décision de ratification. Et nous nous préparons immédiatement après, le lendemain, à commencer cette négociation, elle aussi difficile, extraordinaire, sur la future relation. Donc j'espère maintenant, comment dirais-je, M. Bolland, le plus tôt sera le mieux. Hein, voilà. Enfin, Graham Watson, que je suis heureux de retrouver, a évoqué la dignité. Moi, je continuerai, mesdames et messieurs, en vous remerciant pour votre accueil, je continuerai à travailler avec la même dignité, le même respect pour le Royaume-Uni et ceux qui le représentent, avec la même sincérité, en m'appuyant sur cette équipe très compétente que le président Juncker m'a permis de constituer et que Mme von der Leyen a souhaité consolider et maintenir. Je continuerai à être très vigilant sur les intérêts de l'Union européenne et d'abord, mesdames et messieurs, parce que c'est important pour votre comité, sur l'intégrité du marché unique. Le marché unique, ce n'est pas seulement une zone de libre-échange, comme les Britanniques ou certains Britanniques le croient ou le souhaiteraient. C'est devenu un écosystème avec des droits sociaux, environnementaux, les droits des consommateurs, avec des normes communes, des standards communs, une supervision commune, une régulation commune et au-dessus de tout, une juridiction commune. Ça, c'est le marché unique. Il n'y aura jamais de compromis au détriment du marché unique. Le marché unique n'est pas négociable. C'est la fondation, c'est le plancher. Je vous l'ai dit avec la même véhémence lorsque je suis venu devant votre comité en étant commissaire chargé du marché unique. Il n'y aura jamais de compromis et au détriment du marché unique. C'est la base de l'Union européenne. C'est ce qui fait que M. Trump ou le président chinois nous respectent. Nous ne devons pas transiger. Il n'y aura jamais de complaisance sur ce sujet. Il faut que ce soit bien compris. Et je continuerai à travailler avec les mêmes attitudes, cher Président, en cherchant toujours à mettre la négociation quotidienne dans une perspective. La perspective, c'est 1, la paix en Irlande, qui est fragile. 2, l'intégrité, je viens de vous le dire, du marché unique. 3e perspective, la relation future. Parce qu'au-delà de cette séparation que nous regrettons, il est fondamental pour l'intérêt commun de reconstruire une relation économique, stratégique, politique avec le Royaume-Uni, qui reste là, à côté de nous, comme un grand pays, et dont nous avons besoin et qui a besoin de nous, notamment pour la stabilité du continent européen. Voilà les 3 choses que je garde dans ma tête en menant la négociation quotidienne, qui est complexe, mais qui me permettent de relever la ligne d'horizon. La paix, le marché unique et la relation future. Merci beaucoup de votre accueil. Cher Michel Barnier, l'applaudissement dit tout notre remerciement et comment on reconnaît l'importance du travail que tu as fait. Février 2016, Cameron annonçait l'accord après 9 mois de négociation d'un accord qui amenait au référendum de juin 2016. 3 années et demie après le référendum, ce n'est pas encore sûr qu'au 1er janvier ou au 1er février, on aura clôturé l'acte de divorce. Personne n'aurait cru qu'aurait été si difficile de déterminer
sur les 3 points que tu as décrits, un acte de divorce. Et ce n'est pas fini, ce n'est pas donné, ce n'est pas encore conclu. Et ce qu'on a appris, c'est que c'est sûr, tu le sais, nous le savons, que dans 11 mois, si le divorce arrivera le 1er février, sera quasi impossible de négocier un nombre si long de chapitres de notre relation future qui sont si complexes, percés, beaucoup plus complexes certains de ceux qui étaient déjà super complexes dans l'accord de divorce, et en plus qui devront trouver un consensus dans 27 plus autres parlements de l'Union européenne. Donc le chemin reste énormément long et complexe. Sois rassuré qu'on est à ton côté dans ce chemin qui n'est pas fini. On est encore au premier chapitre et nous sommes absolument prêts à prendre ton invitation à voir comment organiser aussi un niveau national de groupe dans tous les pays qui soient disponibles à discuter, à s'impliquer dans tout cela. Et sache que l'Union européenne, pas seulement nous, on est plein d'instruments pour établir des dialogues structurels avec la société civile. On a avec la Chine des tables rondes. On a des assemblées permanentes. Donc, avec le Royaume-Uni, on peut inventer bien d'instruments, même dans le cadre législatif qu'on a jusqu'à présent, sans mêler les points et tout en reconnaissant qu'il y a des responsabilités différentes, mais créant ces ponts de partage et de participation. Merci encore. Sois sûr qu'on ira encore te rappeler parce qu'on sait toute ta disponibilité et encore un grand merci.